Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire un focus sur 3 joueurs qui ont attiré notre attention en ce début de saison. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et un petit commentaire pour le référencement. Et bienvenue, comme d'habitude, sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on a déjà tiré à grosse maille un premier tiers de la saison. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de revenir, un premier tiers j'abuse un peu, c'est peut-être plutôt un premier quart, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur 3 joueurs qui ont attiré notre attention sur ce début de saison. On aura pu faire par équipe, on aura pu faire des joueurs qui nous déçoivent, des joueurs qui nous plaisent, des Français, pas des Français. Bon, vous allez voir dans les prochaines semaines, on fera peut-être un peu de tout ça, mais en tout cas aujourd'hui on va démarrer par les 3 joueurs. Et pour vous accompagner dans ce podcast, on est avec Paul et Ben, dis donc. J'ai fait un mix les gars, entre Ben et Paul. Bon, on commence par Ben, du coup. Ben, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va super, hein, en pleine forme après cette nuit magnifique des New-Yorkais. Juste envie de sauter de la fenêtre de mon étage, mais ça va tranquille en ce dimanche matin. Et oui, parce que les Knicks, orphelins de Karl Anthony Towns, ont malheureusement perdu contre les Detroit Pistons. Du terrifiant Marcus Sasser, par exemple, putain. Ouais, c'est la vie, hein. Nous on est... À New York, on aime bien gagner, mettre des claques aux équipes fortes, genre mettre plus 25 à Orlando et puis perdre contre Détroit. C'est la beauté de la NBA. Hein. Bon, il y avait pas Karl Anthony Towns, ça traduit peut-être aussi le fait que Towns est quand même assez important dans cette équipe et le système tourne tellement autour de lui maintenant que forcément ça a un impact quoi. Ouais, mais c'est peut-être ça le souci aussi, c'est que il y a peut-être si tu peux pas gagner contre Détroit sans Towns alors que tout le monde est là, c'est Après, Détroit, ils sont pas si nuls hein, cette année. Oui. Non, mais des matchs, quand même. Et vous avez entendu la voix suave de Paul. Salut Paul, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va, je suis content de faire ce podcast. Paul, ça fait la dernière fois qu'on t'a entendu, de mémoire, c'était sur un podcast sur les Cavs. Comment vont tes Cavs ? En fait, c'est la meilleure équipe de l'histoire, à part quand on joue contre les Hawks. Donc, si on joue contre toutes les autres équipes, on est les Bulls 96, mais sinon... on est les Wizards de cette année, quoi, quand on joue contre les Hawks. Et ton rapport à Donovan Mitchell, j'ai l'impression qu'il est variable en fonction des oppositions. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand il fait un match de merde, il me saoule beaucoup, mais quand il est trop bon, tu peux que admirer, quoi. Donc, Ouais, effectivement. D'ailleurs, les Hawks, on va peut-être en reparler un petit peu dans ce podcast au travers d'un des joueurs. Donc, vous avez compris le concept. Chacun à notre tour. On va vous faire 3 joueurs qui nous plaisent depuis ce début de saison. Et puis, on va essayer de discuter autour, de voir pourquoi ils nous plaisent, ce qui va moins chez eux. Et ça permettra de faire déjà un petit tour. Je vous propose qu'on commence, les gars, par RJ Barrett. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. J'étais un peu spoilé, Ben. Ben, tu as pris RJ Barrett. Ouais. Ouais, je te laisse la main. T'as compris. Oui, j'ai bien compris. Oui. Donc, ouais, j'ai choisi RJ Barrett. Alors, les Raptors, c'est pas l'équipe qui attire le plus l'attention en ce début de saison parce que tout le monde s'en tape vu qu'ils perdent la moitié de leur match enfin la moitié, plus que la moitié de leur match, 80% de leur match et qu'ils n'ont pas d'intention de gagner. Mais en tant que supporter new-yorkais, j'ai toujours un œil sur mes anciens petits chouchous et à Toronto, il y en a 2. Donc, dont Quickly qui est blessé depuis le début de saison. Donc il reste plus que ce bon vieux RJ Barrett. Et RJ Barrett, c'était assez intéressant parce que au moment du trade en décembre, janvier dernier, il avait vraiment eu une surchauffe extrême sur ces 3 mois à Toronto, où vraiment il tournait dans des à des chiffres chiffres d'efficacité qui n'avaient jamais eu de toute sa carrière. Et la question, c'était de savoir est-ce que ça allait se maintenir ou est-ce qu'il allait retomber un peu dans ses travers new-yorkais. Pour donner des chiffres, il était à
à 1,23 points par tir tenté à Toronto sur les 30 matchs qu'il a fait, ce qui le plaçait dans le 81e percentile à son poste, donc bien loin des 1,2, 1,02, 1,06 points par tir tenté qu'il avait à New York. Et en fait, le début de saison là qu'il fait à Toronto, ça un peu entre les deux, ça oscille entre ce qu'il faisait à New York et ce qu'on a pu voir sur les quelques séquences de l'année passée à Toronto, parce que il est beaucoup plus responsabilisé, parce que je l'ai dit, Quickley qui était normalement l'un des deux guards titulaires est blessé depuis le début de la saison, Scottie Barnes il a eu quelques soucis de blessure, les choix de draft qu'ils ont eu récemment, notamment Dick, c'est pas un créateur. En fait, tout ça mis bout à bout fait que, un peu par dépit, par défaut, tu responsabilises RJ Barrett à la création. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant sur ce côté créatif, parce qu'il a quelques flashs que je n'imaginais pas de lui. Par contre, l'efficacité, elle est clairement retombée par rapport à ces 3 mois de l'année passée. Ce que je trouve intéressant autour du cas de RJ Barrett, c'est qu'effectivement, pour moi, le gros sujet, c'était de savoir si son niveau d'efficacité allait rester haut ou si on était sur une surchauffe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la baisse, tu l'as un peu dit, mais elle est totalement explicable. Moi, je me suis noté 2-3 stats, tu vois, pour essayer d'expliquer tout ça. Je te laisse réagir un peu et me dire ce que tu en penses. Mais ouais. il est passé de 72% à 62% de fréquence au cercle, ce qui est, je pense, la principale raison de sa baisse d'efficacité. Et pour moi, elle se justifie par le fait qu'il doit beaucoup plus faire le jeu, alors que précisément, c'est ce qui allait mieux l'année dernière, c'est qu'on lui demandait de moins faire le jeu, et donc il arrivait à avoir plus d'accès au cercle. Et ça, forcément, ça s'explique par la blessure de Barcet Quickley. J'ai 2 autres arguments, mais je te laisse peut-être réagir à ce premier-là. On est d'accord, hein, il a pas un dribble hyper fiable, hyper explosif. Donc si tu lui demandes de beaucoup dribbler, forcément, l'accès au cercle va être plus compliqué pour lui. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Là, je suis juste en train de regarder, mais par exemple, en fait, on voit qu'il est beaucoup plus, créateur, parce que là, actuellement, cette année, c'est 41% de ses shoots qui sont assistés. Donc 41%, c'est très très peu. Et l'année dernière, donc il n'y a pas la séparation entre New York et Toronto, mais sur la totalité de l'année passée, c'était 67% de ces tirs qui étaient assistés. Donc il y a une énorme différence en termes de création. Et comme on l'a dit, enfin comme tu l'as bien précisé, l'année passée, dans ce rôle de pur finisseur, il avait vraiment bien performé. Et là, c'est entre guillemets un nouveau rôle de créateur premier qu'il a un peu plus de mal à appréhender, même s'il y a quelques flashs qui sont sympas. D'autant que ça se cumule avec un volume important de tirs qui sont pris après beaucoup de dribbles. Non seulement ils ne sont pas assistés, mais en plus, on est vraiment sur l'initiation. L'année dernière, il était à 41,5% de shoot pris après 0 dribble, donc plus ou moins du catch and shoot, on va dire. Ce qui était assez haut pour le coup et qui justifiait sa bonne efficacité parce que c'est un registre dans lequel il est confortable. Cette année, on est descendu à 34%. Il était à 36% l'année dernière de tirs pris après plus de 3 dribbles sur la période de Toronto. Et il est à 45% de tirs pris après plus de 3 dribbles. Sur cette saison. Donc on a vraiment une bascule en fait de profil durant la saison. Pour vous donner un ordre de comparaison, sa shooting chart en termes de typologie de tir pris, elle ressemble un peu à celle de LeBron James sur est-ce qu'on tient beaucoup la balle, est-ce qu'on la tient pas. Or, effectivement, on avait bien remarqué que c'était pas comme ça qu'il fallait l'utiliser. Et pour autant, tu as quand même certains indicateurs qui te laissent à penser que tu peux retrouver ce qu'il y avait l'année dernière. Par exemple, sur l'efficacité à 3 points, tu peux avoir l'impression qu'on est sorti de la surchauffe, mais en réalité, sur les catch and shoot, il était à 39% l'année dernière, il est passé à 38%. C'est juste que le volume de pull-up a augmenté. Sachant qu'il y a 2 ans, il était à 32% sur ces mêmes catch and shoot à 3 points. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie progression sur cet aspect de pur finisseur, quoi, comme on le précisait. Parce que passer de 32 à 38, 37, 38, 39, tu passes d'un shooter non respecté à un mec que tu es obligé de surveiller, parce que sinon ça devient plus rentable pour la défense, quoi. Ouais, que le 39%, on est le 8 décembre quand on tourne cet épisode et ça fait 1 an qu'il dure. Donc tu peux avoir l'impression qu'on n'est plus sur une surchauffe, mais que sur quelque chose d'à peu près stabilisé. Paul, t'as quoi comme avis toi sur RJ Barrett de base et puis éventuellement aussi sur cette saison ?
de base, moi, j'aime pas du tout le profil, hein, enfin, une espèce de combo qui excelle dans rien, qui a pas des qualités athlétiques vraiment bien au-dessus de la moyenne. Mais finalement, depuis qu'il arrive en NBA, alors je trouvais qu'il avait jamais vraiment progressé au Knicks. Et depuis qu'il est à Toronto, bah, il y a des progrès. Après, il y a des progrès parce qu'il a beaucoup plus la balle en main. Mais tu vois, cette année, par exemple, il est passé de 18% d'assist percentage à 27%. Donc, il y a un passing qui s'est quand même bien amélioré cette saison. Et finalement, il a moins de 25 ans, il a que 24 ans. Donc, il peut encore progresser sur certains aspects. Maintenant, je pense que son plafond est quand même très bas. Ce que j'aime bien avec RJ Barrett, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est quand même un gars qui t'apporte un peu de spacing, parce que sur catch and shoot, il est capable de sanctionner avec des pourcentages. Et c'est surtout, finalement, un gars qui t'apporte beaucoup de rim frequency. Et les Raptors, ils ont une fréquence donc au cercle qui augmente de 6,1% quand il est sur le terrain par rapport à quand il n'est pas sur le terrain. Donc c'est vraiment élite, c'est dans le top 10 des meilleurs percentiles. Donc finalement, il a un profil assez moderne, mais je sais pas quel joueur ça va être. Genre, est-ce que c'est une troisième option? Est-ce que c'est une deuxième option? Bon, c'est pas une première option, mais je me demande dans 2-3 ans, en fait, quel rôle il aura dans une équipe compétitive, quoi. Parce que pour l'instant, il a quand même pas des super stats, je trouve, dans une équipe qui gagne pas, notamment en termes d'efficacité, parce que tu vois, il est qu'à 1,09 points par tir, c'est le 34e percentile sur les forwards. Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et puis à Toronto, il se passe des choses aussi intéressantes au niveau du coaching. Donc il est mieux mis en valeur. Il a progressé aussi. Et puis il est dans un contexte favorable où finalement il y a moins de pression et on lui demande juste de jouer son jeu, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être un peu à l'inverse de ce que tu décris, c'est en fait, il s'est retrouvé dans une situation en début de saison où il était obligé de faire beaucoup. Alors que justement son arrivée aux Raptors avait conduit à un peu plus cadrer son rôle. Et que finalement, peut-être qu'on peut embrayer Ben sur la partie passing, mais que finalement dans ce contexte-là où on doit beaucoup le voir balle en main, et ben on se rend compte que la partie création, je pense que c'est pour ça que tu l'as pris, la partie création, elle est, en fait elle commence à être vraiment pas si mal, quoi. Ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est que quand on s'est dit la thématique, c'était quels sont les joueurs qui vous surprennent sur ce début de saison. En fait, il y a la partie surprise, le gars est largement plus fort que ce que t'attends. Moi, là, RJ Barrett, ce qui m'a surpris, c'est que il était fort dans un aspect où je l'attendais pas, quoi. C'est-à-dire que là où je l'attendais sur l'efficacité, ça a un peu redescendu, comme on vient d'expliquer, avec la création qu'il doit plus faire, avec les blessures autour de lui, etc. Donc ça, j'ai pas été forcément surpris. Mais par contre, l'aspect création, c'était une vraie surprise, parce que à New York, pour l'avoir beaucoup vu jouer entre c'était 2019 et 2020, fin 2023, quoi. Il y avait très peu de ça, quoi. Il y avait que quelques aspects un peu d'isolation et comment dire, juste de finition. Il attendait dans un corner, enfin il y avait pas beaucoup, et il drivait, mais il y avait pas beaucoup de décalage créé, comment dire, de transition, parce que ça joue assez vite quand même, Toronto. Enfin il y a pas mal de choses qui sont assez importantes, intéressantes, au niveau de la création pour lui, mais aussi pour autrui, comme on le précise. Donc ouais, là-dessus, c'est un vrai point positif. Je sais pas jusqu'à où ça s'arrêtera, notamment là avec le retour de Scottie Barnes ces derniers matchs, puis celui de Quickley qui va arriver, puis potentiellement un mec qui vont drafter haut pour apporter de la création, je suppose. Donc on verra jusqu'à où ça s'arrêtera, mais au moins t'apportes une corde supplémentaire à ton arc, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il me semble que, tu vois, au Knicks, il avait beaucoup la balle en main, mais vraiment dans un rôle de scoring. C'est-à-dire qu'il n'était pas spécialement impliqué sur de la partie création. Son arrivée à Toronto a montré l'année dernière que ça pouvait être un connecteur vraiment intéressant. Moi, j'avais fait des fiches là, durant l'été là, sur différents joueurs. J'avais fait ma fiche sur RJ Barrett, donc je l'avais scouté. J'avais revu pas mal de choses. Moi, ça fait partie des équipes, mes darlings un peu Toronto, donc je les ai beaucoup vus l'année dernière. Et la partie connecteur, elle était vraiment intéressante. C'est vrai qu'on l'avait jamais trop testé dans un rôle d'initiateur. Et alors, j'irai pas jusqu'à dire que il peut à terme être là-dedans,
Mais sur la partie non. création en initiateur, c'est jouable. La difficulté qu'il a sur l'initiation, c'est sur le pull-up en fait. C'est beaucoup plus sur le pull-up que sur la passe. En fait, comme le pull-up n'est pas fonctionnel, tu peux pas trop l'imaginer à terme. Mais la passe est intéressante. Et donc, pour un joueur que tu pourrais imaginer à terme, tu vois, comme une deuxième option ou une troisième option, bah finalement, c'est pas inintéressant de se dire qu'il a ça dans son jeu, tu vois. Que sur certaines séquences, il soit capable de le faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est plutôt intéressant, tu vois. Ouais, c'est la question que moi je me posais au moment où il a été trade de New York, et c'est un peu ce qu'a dit Paul tout à l'heure, c'est quel avenir en NBA pour un mec inefficace qui sait pas faire 3 passes, quoi. C'est un peu compliqué, tu pouvais... Enfin là, il a encore un gros contrat, donc c'est dur, mais tu pouvais l'imaginer très bien dans 3 ans, commencer à devenir un mec qui doit être signé au minimum, qui doit se balader d'équipe en équipe et qui reste dans des équipes de fond de tableau parce que ils ont besoin d'une quantité de shoot et de scoring que pourrait potentiellement amener Barrett, mais à faible efficacité. Et le fait qu'il améliore cette qualité de création pour les autres, ça lui offre beaucoup plus de perspectives pour son futur, parce que c'est un physique quand même imposant pour son poste. C'est quelqu'un qui, même s'il n'est pas très efficace, cette saison notamment, il drive beaucoup en allant régulièrement sur la ligne des lancers. C'est quelqu'un qui défend plutôt correctement. Et donc là, si tu rajoutes un peu cet aspect création secondaire, tertiaire, ça fait un joueur de complément plutôt intéressant dans pas mal d'équipes, quoi. Et ça confirme aussi ce qu'on a vu la saison dernière. Une fois de plus, je Ouais. pense que toute la partie baisse de l'efficacité, elle est parfaitement compréhensible. Tu vois, quand tu remets dans le contexte, Ouais, explicable. ouais, elle est tout à fait explicable. Quickly est pas là, il va revenir. Là, on voit déjà avec le retour de Scottie Barnes que on a un équilibre qui est un peu meilleur. Pour aller un peu dans le détail sur la partie passe, moi, ce que je me suis noté, je te laisse me dire ce que tu en penses. Je le trouve pas exceptionnel dans la connexion avec les grands sur le pic. Mais par contre, il est vraiment bon sur tout ce qui est de l'ordre du drive and pass. C'est-à-dire, soit je drive sur le pic et je kick out, soit je drive sur le pic et je trouve un mec qui cut. En fait, c'est un peu ce que demande le passing moderne en NBA, quoi. Et donc, sur tout ce qui va être lié sur tout ce qui va être lié à du jeu lancé, et ben on se rend compte que son playmaking est vraiment pas mal. Alors que la saison dernière, moi je l'avais surtout noté comme un rôle de connecteur, c'est-à-dire sur du passing presque à l'arrêt. Et une fois qu'un premier écart s'est fait, là on le voit être capable d'aller chercher du premier écart. Et je pense qu'à terme, là où c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup en première option, deuxième option, troisième option. Or la NBA d'aujourd'hui, ce qui se dessine de plus en plus, c'est l'attaque du mismatch. Et c'est vraiment intéressant de se dire que dans une équipe où tu as Scottie Barnes, Quickly et Barrett, en fait, tu vas pouvoir aller attaquer, et Potel sur le pic, tu vas pouvoir aller attaquer à chaque fois le mismatch le plus évident. Ce qui l'année dernière n'était pas forcément quelque chose de si limpide que ça, tu vois, quand on parlait d'RJ Barrett. Tu t'avais plutôt envie de laisser l'initiation à Quickly ou à Scottie Barnes si nécessaire, mais moins sur Barrett. Et là, ça commence à se débloquer, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, je pense que comme l'a dit Paul, son plafond n'est pas très 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 haut. Enfin, ça sera jamais un mec qui pourrait être option numéro 1, même si c'est un peu bizarre enfin, c'est toujours spécial de parler d'option numéro 1, numéro 2, etc. Mais je pense que ça sera jamais quelqu'un qui a le potentiel pour être franchise player, jouer le titre en ayant beaucoup de balles entre ses mains, etc. Par contre, le fait qu'il développe toutes ces petites choses annexes, comme tu l'as dit, le drive and kick, si tu ajoutes à ça un peu la connexion qu'il avait déjà fait un peu l'année dernière, si il s'améliore un tout petit peu sur la lecture de pick, voilà, mis bout à bout, ces petits éléments font que ce sera un joueur plutôt fonctionnel dans une équipe qui peut espérer quelque chose, quoi. Et ça, si tu m'avais dit ça il y a 2 ans et demi à New York, j'aurais pas beaucoup cru, quoi. Ouais, d'autant que ce qui est intéressant, là où je te suis complètement sur ta description des rôles, c'est qu'en vrai, je pense que la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est un joueur à 20 millions, à 15 millions, à 30 millions ou à 40 millions? Et tu te projettes vite et tu sais qu'RJ Barrett, il va mettre du temps à descendre sous les 25-30 millions et il dépassera probablement jamais les 35-40. Et donc, c'est dans une payroll où tu es à 25-30, est-ce qu'il a un rôle, tu vois, pertinent, efficace ou pas? Et là, je te suis
tout porte à croire qu'il est capable d'avoir un rôle pertinent. L'autre élément que je me suis noté aussi sur les passes, c'est que je trouve qu'il a vraiment progressé sur l'initiation du short roll. Alors il a un bon compère sur ce registre-là avec Potel qui fait un très bon début de saison et qui est vraiment pas mal, mais je trouve que sa capacité à gérer les prises à deux sur les pics axiaux pour trouver Potel sur le short roll est vraiment pas mal. Et ça, c'est quand même une qualité aujourd'hui qu'on recherche beaucoup, quoi. La capacité à aller chercher les joueurs sur le short roll. Et du coup, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Messieurs, est-ce que vous voyez d'autres choses à dire, soit sur le Toronto, soit sur RJ Barrett? Juste un petit mot rapidement vite fait sur sa défense qui, comme je l'ai dit en plus, n'est pas... Enfin, c'est pas, ça sera jamais, je pense, un excellent défenseur, un top défenseur, parce que il a un peu déjà actuellement, il a un peu quand même le comportement de star qu'il a été depuis sa très jeune carrière, depuis qu'il est étudiant, même lycéen, et c'est pas des gars qui sont habitués à défendre et à se dépouiller. Cependant, son passage à New York et là, début à Toronto, lui ont fait comprendre quand même que son physique était avantageux pour ce côté du terrain et que, notamment en défense handball, en fait, il est rapide, il est vif et imposant. Donc, c'est quand même dur de le dépasser et que ça fait un joueur qui est pas négatif du tout de ce côté du terrain, qui est même plutôt positif. Si on ajoute à ça les qualités offensives qu'on vient de lui donner, notamment sur la création, ça fait un joueur qui est tout à fait normal qu'il soit maintenu dans des 5 majeurs régulièrement, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Paul, tu vois d'autres choses à dire, toi, sur Toronto, sur Barrett, ou est-ce qu'on passe Moi, au deuxième joueur? Ouais. J'ai 2 questions pour vous. Est-ce que vous pensez que Toronto peut faire un play-in, voire top 8 à l'Est, dans un premier temps? Et est-ce que RJ Barrett, c'est plus une 3e option, une 4e option ou une 2e option? Dans un effectif contender, hein, je parle pas d'un effectif qui, comme les Raptors, un effectif qui est un peu dans le milieu de la conférence Est, mais le milieu bas de la conférence Est, quoi. Ben, je te laisse la main en premier, puis je réponds après. Pour le play-in, alors j'ai l'impression qu'ils sont quand même, j'avoue, j'ai pas regardé le classement là. Ils sont en 7-17. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu loin. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que le play-in maintenant, comme il y a 10 équipes qualifiées, c'est-à-dire tu en as 11 ou 12 qui jouent la qualification, donc c'est vraiment si t'es cataclysmique normalement que tu le joues pas. Ils sont j'ai à vraiment 3 pas victoires du play-in, juste pour finir le contexte, ils sont à 3 victoires du Ouais, play-in, mais ils sont 12e de la conférence, sachant que derrière eux, il y a les Sixers qui devraient pas rester à ce niveau-là. Ouais. Donc moi je pense pas que ça joue les play-in cette année. D'autant plus avec ce qu'on a précisé sur les blessures et tout, il leur manque vraiment du talent offensif pour espérer quelque chose. Et la deuxième question c'était sur le rôle de RJ Barrett. Moi j'ai du mal à l'imaginer plus que 3e option. Parce que je pense que sa création ça dépassera jamais ce stade de plaisant mais pas enfin ça sera jamais surutilisé. Pareil, l'efficacité je le vois remonter mais je le vois pas non plus atteindre les stades des 3 mois de l'année passée. Donc je me dis dans une 3e option de connexion de petite création, d'efficacité, de comment dire, surtout de finition et de la défense. Je pense une 3e option potentielle. Dans l'idée, c'est beaucoup moins efficace. Mais dans l'idée d'un Chris Middleton comment dire, Milwaukee. je trouve plus les mots. À Milwaukee, mais là où Chris Middleton, il y avait Giannis, il y avait Drew et il y avait, comment il s'appelle, Brook Lopez qui faisait un peu, il n'y avait pas trop de hiérarchie. Je le vois bien dans un truc comme ça où il shoot beaucoup et il cut beaucoup, mais il prend pas trop de création pour les autres, quoi. Moi sur le play-in pour Toronto, j'y crois pas trop parce que je pense qu'ils ont pas trop d'intérêt à aller le chercher. Je sais pas encore pour combien de temps est blessé Quickly, mais Toronto a quand même déjà donné pas mal de gros salaires, donc ils ont tout intérêt à avoir une draft un peu haute. Donc je pense que ça devrait pas aller chercher le play-in. Et pour ce qui est de Barrett, je pense que c'est un joueur qui sera très dépendant des contextes dans lesquels il est, ce qui est un élément déjà important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il ne sera pas transposable de partout. Mais je le vois bien être un joueur où à 25-30 millions, t'es pas déçu de l'avoir.
Je sais pas si ça correspond à une troisième, quatrième option. Ça peut aussi correspondre, tu vois, à une place dans un 5 qui ressemble à un 5 de Boston, tu vois, où tu as du danger qui vient un peu de partout. Parce qu'il est pas pénalisé en défense, il peut attaquer du mismatch, il peut être aussi sur un rôle de connecteur. Sa rim pressure, elle est plutôt pas mal. Son shoot à 3 points est en train de se stabiliser. On voit que si le volume augmente de trop, ça pose certaines limites, mais on commence à avoir quand même quelques certitudes. Et je trouve ça cool en plus sur un joueur qui a quand même bien fait, a bien changé la dynamique qui lui incombait depuis un an, quoi. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et toi, Paul, tu le vois comment ? Non, je suis assez d'accord avec vous. Le play-in, il n'y a pas trop d'intérêt à aller le chercher, surtout avec la draft qui arrive. Et RJ Barrett, je suis limite plus, j'allais dire quatrième option, mais je le vois pas du tout première ou deuxième option, mais plus quatrième que troisième option limite. Okay. Mais après, ça dépend d'effectifs aussi, ouais. Ça dépend quelle construction d'équipe que tu as, etc. Ouais. Mais pour moi, quelqu'un qui a pas beaucoup touché sur ses drives, a du mal à quand même chercher de l'efficacité à 3 points et qui est pas non plus un super playmaker et super défenseur, même en troisième option, en fait, ça me dérange un peu, mais on l'a encore dit sur ce podcast, mais il peut progresser, donc on verra. Et ben, je vous propose qu'on passe au deuxième joueur. Je pense qu'on a fait le tour sur ce bon vieux RJ Barrett, comme adore dire Ben, ce bon vieux RJ Barrett. Et qu'on passe au deuxième joueur. Et Paul, je te laisse nous dire qui tu as choisi. Alors, le deuxième joueur qu'on a choisi, c'est Ja Morant. Donc, Ja Morant, pour revenir sur les saisons passées, bon, c'était quand même un mec qui arrivait en NBA qui a tout cassé, quoi. On s'est dit, waouh, un joueur aussi fort techniquement et aussi athlétique sur les postes de meneur, on n'avait pas vu ça depuis D-Rose. Donc, il y a eu des top 10 au classement du MVP qui sont arrivés assez rapidement. Il a été MIP. Puis, il y a eu ces histoires-là avec le gun qu'il a montré plusieurs fois sur Insta. Donc, suspension et compagnie. Suspension donc la saison dernière avec toutes les blessures de Memphis. Et donc, lui, il revient de suspension et il se blesse à nouveau sur la fin de saison. Donc, il joue que 7 matchs l'année dernière. Memphis en profite pour tank parce que tout l'effectif était blessé. Et il était, je l'ai oublié de le dire, mais il s'est quand même aussi blessé 2 fois en playoff contre les Warriors et contre les Lakers. Donc on a quand même un joueur qui, au début, se reposait beaucoup sur ses qualités athlétiques, qui était évidemment très technique, mais qui est vraiment un talent générationnel sur les postes de meneur au niveau athlétique, mais avec quand même pas mal de blessures. Et même sur ce début de saison, on a eu quelques blessures, mais il doit être à 15-16 matchs, donc ça va, ça passe. Et la profondeur de Memphis, on en parlera, mais sans Ja, t'es pas non plus à poil et t'as quand même un effectif compétitif, même sans Ja Morant, quand l'effectif est au complet, quoi. Donc sur sa saison individuelle à Ja Morant, on a quand même un volume au scoring qui a beaucoup baissé, qui est passé de 27 points par match à 21 points par match. Mais on a quand même toujours un joueur qui est un vrai bonus pour son équipe. Moi, je pense que il y a eu un moment des discussions et tout, mais c'est un vrai franchise player. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas la production d'un des tout meilleurs joueurs de la ligue en termes de volume, notamment au scoring. Mais je trouve que le début de saison qu'il fait, il est quand même très solide. Je pense qu'il sera All-Star. Je trouve qu'il a progressé sur certains aspects du jeu, comme la défense, où j'étais allé chercher des stats. Il est dans le top 10 des joueurs qui accordent le moins d'adresse à l'adversaire à 3 points, avec moins 9,4 de efficient field goal percentage. Donc c'est quand même pas mal. Après, c'est des stats de défense, voilà, faut pas les prendre au premier degré. Mais je pense à son match contre les Pacers, où il a vraiment fait un super match en défense face aux guards des Pacers. Donc il y a des progrès en défense, il y a des progrès aussi au passing, où c'est vraiment limite il est dans la discussion pour moi pour être un des top 5, 7 meilleurs passeurs de la ligue. Il a encore un peu de déchets, mais il profite aussi donc du fait que c'est un super driver pour créer des décalages et tout, mais il a un passing qui devient vraiment exceptionnel. Maintenant, il y a quand même des stats avec Ja qui sont problématiques. Je pense à son 17% d'adresse sur les pull-ups. Il en prend 2,2 par match. C'est pas juste décevant ou moyen, c'est vraiment horrible, quoi. Quand t'es même pas à 20% sur pull-up, c'est très très mauvais, quoi. Et pourtant, il a 36% sur les catch and shoot. Donc, il y a peut-être un truc à aller chercher sur son utilisation. Peut-être aller le faire plus tirer sur catch and shoot que sur pull-up. Maintenant, voilà, sur son assist percentage, il a plus de 45%, donc c'est dans le 97e percentile parmi les guards.
Donc c'est vraiment exceptionnel, surtout qu'il y a du volume, quoi. Ça reste évidemment toujours un très bon driver. Il a dû toucher aussi proche du cercle, il a 46% sur short mid, donc c'est un peu au-dessus de la moyenne. Mais voilà, il y a le sujet aussi. Moi, je trouve que quand tu regardes, alors je suis allé chercher aussi l'adresse de certains mecs avec Ja sur le terrain et sans Ja sur le terrain. Donc je suis allé chercher l'efficient field goal percentage. Et on se rend compte que par exemple, Jaren Jackson Jr., il a 61% avec Ja, 55% sans Ja, donc il y a quand même une différence de 6%. Bane, il y a une différence de 10% d'adresse. Et Clark, il y a une différence de 20% et Zakidi 13%. Donc on se rend compte que surtout avec les intérieurs, il y a une énorme différence d'efficacité en attaque avec Ja que sans Ja. Donc moi, je reste quand même... Enfin, je suis un peu dubitatif aussi sur Ja parce qu'il est très kiffant à regarder, il est vraiment impressionnant. Les highlights de Ja, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des highlights aussi impressionnants que lui. Mais je trouve qu'il y a quand même des blessures qui arrivent assez souvent. Maintenant, il l'a dit aussi en conférence de presse, il a dit qu'il allait un peu moins dunker cette année parce qu'il voulait faire les playoffs, il voulait pas se blesser, il voulait faire une saison complète. Donc si on peut avoir un Ja Morant à 100% en playoff, moi je prends directement, même si il y a moins de top 10 le lendemain sur tous les plateaux télé. Mais il y a quand même 2-3 sujets d'efficacité et du coup ça joue aussi sur Memphis qui fait un super début de saison et on en reparlera aussi un peu de Memphis parce que c'est largement une équipe, je pense, qui peut faire finale de conf à l'Ouest cette année. Moi, ce que je trouve intéressant... Ouais, vas-y Ben. Une seconde. Ja Morant qui, juste pour la blague, qui dit il y a 3 jours, ouais, j'arrête de dunker, qui met un énorme dunk, reverse dunk cette nuit. C'est quand même le comment dire, la théorie et la pratique, c'est 2 choses différentes. Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs à dire sur Ja Morant qui sont cool cette saison. J'avais hésité à le prendre pour info, Paul, donc je suis d'accord avec toi, quoi. Je trouve qu'il y a une évolution dans son jeu qui traduit en fait aussi l'évolution du jeu de Memphis. Ce que je trouve intéressant, c'est, tu sais, quand tu as des joueurs qui se blessent, forcément, tu donnes plus d'utilisation, plus de répétitions et plus de volume à d'autres joueurs. C'est mécanique, il y a une place à prendre. Et souvent, la question qui se pose, c'est quand le joueur revient, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu reprends le schéma d'avant ou est-ce que tu fais un espèce d'entre-deux, sachant que 95% du temps, tu reprends le schéma d'avant parce que ça demande trop d'adaptation. Et moi, je trouve que Memphis fait un truc intéressant. C'est que je vois beaucoup plus d'utilisation off-ball de Ja Morant que ce qu'on avait il y a 2 ans. Et qu'en réalité, ce qu'on a vu se développer, concrètement, c'est quoi l'année dernière ? C'est beaucoup plus de Bane sur le pick and roll, beaucoup plus d'isolation post-up de Jaren Jackson Jr., et l'émergence légère de Scottie Pippen Jr. Sur Bane, le problème, c'est ce qu'on avait constaté, c'est qu'en fait, s'il n'attaque pas des mismatchs évidents, le pick, c'était un peu difficile. Sur Jaren Jackson, c'est que si le volume est trop important et pas assez bien choisi, il n'est pas hyper efficace, donc ils ont besoin d'une première option. C'est là que Ja Morant arrive. Néanmoins, ils ont quand même conservé un bout de leur volume qu'ils avaient sans lui. Pour donner une stat qui, je trouve, traduit bien ça, il y a 2 ans, Ja Morant, il avait en gros 77 touches de balle par match. Il est descendu cette saison à 65 touches de balle par match. Pour vous donner un ordre d'idée, 65 touches de balle par match, c'est ce qu'avait Bane en 2022-2023. Et donc, je trouve que ça traduit plutôt bien leur jeu qui est, à partir du moment où il y a de la course, ils vont tout de suite sur Ja Morant. Et alors, il a une capacité à créer du jeu en transition qui est exceptionnelle avec une vraie rim pressure, un énorme volume. Mais à partir du moment où le jeu se ralentit, il y a un problème structurel avec Ja Morant, c'est son pull-up qui est inexistant, qui fait que ton volume de pick and roll que tu peux jouer, tu l'as dit Paul, son pull-up est problématique, qui fait que le volume de pick and roll que tu peux jouer efficacement, il se diminue. Et ce que je trouve intéressant cette année, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans l'attaque du mismatch, donc plus d'utilisation Desmond Bane demi-terrain, qui parfois joue presque comme un meneur de jeu si le mismatch est évident. Et Ja Morant qui du coup voit son volume baisser. Alors ses points baissent, c'est la conséquence de ça, mais tu l'as dit, il y a quand même un truc qu'il faut constater, c'est que l'équipe elle tourne super bien quoi, dans le prolongement de cette dynamique. Moi c'est un truc que je sais pas si tu l'as identifié, mais que moi j'ai identifié assez clairement. Ouais, mais en fait moi ce que j'aime bien avec Memphis, c'est que finalement c'est une équipe très complète et tu peux faire beaucoup de schémas de jeu. Maintenant, tu vois, sur le Ja Morant, il a du mal quand même à trouver de l'efficacité sur un sujet, surtout,
c'est surtout sur demi-terrain, parce que sur transition, tout comme Memphis qui utilise beaucoup la transition et qui est très efficace sur transition, Ja Morant, c'est le joueur en NBA là, qui joue, alors c'est les stats d'hier, donc le samedi 7 décembre, c'est le joueur qui joue le plus de transitions par match, mais je trouve que sur demi-terrain, quand tu regardes, tu vois son efficacité sur ISO, c'est le 24e percentile, sur le pick and roll, vu qu'il n'y a pas de pull-up, en fait, c'est le 31e percentile, donc il y a encore, enfin, je trouve qu'il y a des sujets à aller chercher, il y a une efficacité qui doit remonter parce que si déjà tu galères en régulière, en playoff, quand tu affronteras forcément des défenses d'un autre niveau, ça risque d'être compliqué. Et je m'en souviens de la saison contre les Lakers, et c'était de la série de playoffs contre les Lakers. Le problème de cette équipe en attaque, c'était surtout le pull-up, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui était capable d'aller chercher de l'efficacité sur pull-up. Parce que même si Bane en carrière, c'était très bien en régulière, c'est pas un joueur ultra talentueux non plus, donc en playoff, ça avait bien bégayé face aux Lakers. Et Ja Morant pareil, et Jaren Jackson pareil. Pour l'instant, sur ce début de saison, on a un super Jaren Jackson Jr. qui a limite un impact d'All-Star parce qu'il arrive à être évidemment dominant en défense, que c'est sa force, mais être efficace en attaque sur toutes les zones du terrain au niveau du scoring, même si bon, il y a un passing qui est vraiment nul, il y a encore beaucoup trop de turnover. Mais et c'est Desmond Bane cette saison qui est pas très efficace. Il y a un moins de volume mais même si sur les derniers matchs je trouve que ça va mieux. Donc il peut y avoir l'excuse des blessures, mais c'est un peu plus compliqué. Maintenant c'est un peu plus compliqué, mais il y a d'autres joueurs aussi derrière qui se montrent. Des Santi Aldama, Jake LaRavia que j'aime beaucoup, c'est un super joueur sur cut et ça correspond bien à l'identité de Memphis parce que c'est la 4e équipe qui cut le plus cette saison. Et comme tu l'as dit, ouais, ça joue beaucoup sur l'attaque des mismatchs. C'est la 2e équipe qui drive le plus, Memphis. Et en fait, tu as beaucoup de joueurs qui ont finalement un bon handle et qui peuvent apporter de la rim pressure, comme Scottie Pippen Jr. ou d'autres joueurs comme ça. Le rookie, là, maintenant, aussi, Wells, là, qui est pas trop mal, moi, je trouve, sur ces ouais, Wells, je trouve que c'est un peu un espèce de Kyle Anderson, un slow-mo, mais avec de l'adresse à 3 points. Donc, il est assez kiffant, ouais, Jalen Wells. Et maintenant, je me pose des questions un peu sur Memphis parce que autant j'aime beaucoup Tyler Jenkins en termes de coaching sur ce qu'il apporte, sur le développement des joueurs et tout, mais il y a des rotations des fois qui me dérangent un peu où il va se passer, là je sais plus quel match, oui c'était contre les Kings où finalement il gagne le match, mais il fait jouer que les joueurs du banc pendant un moment, donc ça a été fructueux parce qu'il gagne le match, mais je sais pas si c'est une bonne idée de refaire ça en playoff. Donc je me pose des questions sur quelle sera la rotation quand ils vont arriver en playoff, parce que je pense qu'ils vont faire les playoffs cette année. Maintenant, c'est la conférence Ouest, t'es jamais sûr de rien. Mais s'il y a Ja qui joue 60-65 matchs, je pense qu'ils feront les playoffs. Donc quelle sera la rotation en playoff cette année? Et quid aussi des blessés tels que J.J. Jackson ou Vince Williams qui avaient du temps de jeu l'année dernière et qui avaient montré des belles choses? Est-ce que tu les remets dans la rotation ou pas? C'est compliqué à savoir quelle va être la campagne de playoff des Grizzlies, mais pour l'instant ils sont top 5 attaque, top 6 défense donc au samedi 7 décembre et on a une équipe qui peut largement faire 2e à l'Ouest encore cette saison, quoi. Ben, toi tu penses quoi de la saison de Ja Morant? En fait moi j'avoue que j'ai pas énormément vu Memphis parce que oui il faut faire des choix quand on regarde des matchs, on n'a pas toute la journée. Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne énormément avec Ja Morant, enfin, vous avez beaucoup parlé de la transition, ces trucs-là. Moi, je suis quand même assez fasciné par ce qui se passe sur pick and roll sur demi-terrain, pardon, et à quel point un joueur qui est si peu respecté à 3 points arrive à créer autant de décalage juste par sa vitesse et sa force brute athlétique. C'est que le nombre de drives qui vont au bout et qui finissent sur une petite passe pour l'intérieur qui roll à côté, ou le nombre de drives qui vont au bout et qui finissent sur un kick-out. En fait, la création pour autrui qu'il crée sur demi-terrain alors qu'il n'est pas du tout respecté au shoot, je trouve c'est assez comment dire, unique en NBA. Il y en a pas 5 des mecs qui sont comme ça. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est que en fait, la facilité avec laquelle il drive, ça me surprendra toujours. Et comme l'a dit Paul, c'est entre guillemets un peu inquiétant parce que on sait à quel point les joueurs qui se reposent autant sur leur physique en cas de moins bien
c'est pas un petit moins bien, c'est vraiment tu chutes de très très haut. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment cet aspect-là du jeu qui me saute aux yeux à chaque fois que je le regarde jouer, sans vous paraphraser sur la transition, sur le souci au pull-up, etc. etc. Voilà mon petit apport au débat. Ouais, moi c'était un élément que je m'étais noté aussi sur l'impact de Ja Morant, c'est sa capacité en fait déjà à générer du chaos, qui est exceptionnel. C'est-à-dire que Ja Morant, effectivement, quand il drive, il a une capacité à contracter la défense qui est vraiment exceptionnelle et qui pour moi s'explique par plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il est tellement craint sur l'attaque de cercle. On est quand même un joueur qui prend 73% de ses tirs, soit au cercle, soit en short mid, sachant que sur le short mid, il a un des meilleurs flotteurs de la ligue. Donc il apporte tellement de danger sur le drive qui contracte énormément la défense et qu'en fait on est systématiquement dans des situations où en fait il est défendu par deux joueurs. Et là où il y a une grosse différence, par exemple avec Russell Westbrook, c'est qu'à la fois il combine beaucoup d'adresses et beaucoup de lecture. Moi, je me suis noté quelques connexions qu'il a, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces connexions qu'il arrive à trouver, elles sont pas simplement sur du kick-out. Tu vois, c'est pas simplement je drive et je kick à 3 points. Oui. Il est super fort pour trouver les mecs près du cercle dans ces cas-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il a une connexion avec Brandon Clark qui est très très bonne dans les airs. Il le trouve assez facilement sur le alley-oop. Je trouve qu'avec Easy, il arrive à trouver ce qu'on pourrait appeler une espèce de size pressure qui est vraiment bonne, parce que le problème d'Easy, c'est que si tu arrives à le trouver assez haut sur les mains, il est tellement grand que tu peux pas le gêner. Sur Jaren Jackson, pour moi, c'est un peu moins évident. Et avec Altama, il arrive bien à le trouver sur les jeux de cuts. Et globalement, tu l'as dit, Paul, ils sont très bons sur la gestion des cuts. Mais là où je suis d'accord avec toi, Ben, c'est sa capacité à trouver des mecs près du cercle, alors que lui-même va au cercle, elle est finalement assez rare. Mais il y a cette question un peu du volume à assumer qui, Paul l'a bien dit, qui peut pas non plus être énormissime parce que malheureusement il a ses problèmes d'adresse. Et c'est là où je trouve que ce que fait Memphis est intéressant en ayant choisi de continuer à responsabiliser Bane sur le pic de mi-terrain plutôt qu'à forcer sur Ja Morant avec son retour. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire, soit sur Memphis, soit sur Ja? Moi, c'est bon. C'est tout bon pour vous? Ouais, on a fait le tour. Ouais. Et on arrive à être efficace aujourd'hui, les gars. Alors, pour information, on vous le dit un peu en milieu de podcast. Il faudra peut-être qu'on fasse un tweet d'ailleurs pour le préciser. On essaye de faire en sorte que les podcasts soient un poil plus courts pour vous permettre d'avoir quelque chose de plus digérable. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît, si à l'inverse vous préfériez revoir des éléments un peu longs. Mais on essaye aussi de faire ça pour vous. Alors, dernier joueur, messieurs. Dernier joueur qui va nous permettre de parler d'une équipe que je crois que tout le monde aime bien cette saison. Ça fait partie peut-être un peu des darlings de l'année. C'est les Atlanta Hawks. Et moi, je voulais vous parler de Jalen Johnson, qui est le deuxième meilleur joueur de cette équipe, on va dire. En tout cas, le deuxième joueur principal derrière Trae Young. Et qui, en fait, a entamé une transition que je trouve assez intéressante. Je vais essayer de ne pas faire un tunnel, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais faire un peu étape par étape. Et puis, je vous laisserai commenter à chaque fois. Mais pour moi, le premier élément qui doit être noté sur la transition de Jalen Johnson, c'est qu'il passe d'un rôle d'intérieur à un rôle d'ailier. Jalen Johnson est un joueur qui est en train de devenir un ailier en fait. Et il y avait un enjeu avec le départ de Dejounte Murray qui était d'assurer une partie du playmaking qui était laissée par Dejounte Murray, d'autant qu'il n'avait pas été remplacé par un meneur de jeu, ou en tout cas par Dyson Daniels, mais qui n'est pas un créateur. Et en fait, on se rend compte cette saison que c'est Jalen Johnson qui récupère cette partie créative. Et là où on était beaucoup sur de la création sur short roll l'année dernière, où on avait vu quand même vraiment des choses intéressantes, on passe sur de l'initiation de jeu. Alors comment ça se traduit ? Il y a une connexion déjà qui est en train de se créer avec les intérieurs qui n'existait pas l'année dernière. Il y a une connexion intéressante je trouve avec Capella Okongwu. Il est responsabilisé pour pousser un peu la balle sur contre-attaque. Et il a un peu de création sur post-up. Est-ce que vous sentez, vous aussi, cette partie-là de transition d'ailier fort vers un rôle plutôt d'ailier et cette montée en puissance de l'initiation de jeu chez Jalen Johnson, et puis ce que vous en pensez aussi? Ouais, oui, c'est ce qui saute aux yeux quand on regarde les Hawks. Quand tu regardes les Hawks, quand il y a Trae Young, tu vois que tout passe par lui, et c'est normal quand tu as un joueur de ce calibre, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais le début de saison qu'il fait en termes de création, c'est ahurissant, c'est tout bonnement exceptionnel.
Mais bon, il y a bien des moments où Trae Young, soit il y a des prises à 2 sur lui, ou soit il joue juste pas, quoi. Faut bien qu'il se repose un peu. Et là, t'es bien content d'avoir Jalen Johnson qui développe sur ce point-là. Et moi, je suis encore perplexe sur sa création sur demi-terrain. Mais tout ce qui est transition, semi-transition, il est excellentissime. Notamment la semi-transition, parce que c'est un peu entre les deux, quoi. C'est pas juste tu balances une passe devant et le gars est tout seul, il n'y a plus personne pour marquer et ça te fait une passe facile. C'est des situations où il y a que quelques défenseurs qui sont revenus. T'as besoin quand même d'avoir une belle lecture et rapide pour voir le mec qui cut correctement, etc. Donc c'est des situations assez intéressantes. Et on le voit faire tout style de passe, que ce soit avec les rebonds, sans rebonds, une main, deux mains. En fait, c'est un développement qu'on avait commencé un peu à observer l'année passée. Enfin, notamment, on va lui donner les crédits, mais Azad a pas mal parlé de Jalen Johnson et nous avait conseillé de le suivre. Et maintenant, ouais, ce développement se fait de plus en plus. Alors, il y a encore à s'améliorer, comme j'ai dit, sur demi-terrain, parce qu'il perd beaucoup de ballons. Il perd énormément de ballons, mais c'est normal quand tu changes de rôle et que tu deviens un créateur presque pas primaire, mais au moins secondaire, il y a du déchet. Mais il a que 23 ans et donc c'est très très prometteur, quoi. Et surtout, on en reviendra, ça rentre dans un état d'esprit à Atlanta où tu mets Trae Young et une multitude d'ailiers plus ou moins créateurs, plus ou moins shooters, plus ou moins défenseurs, mais des postes 2 à 4, c'est blindé et c'est très intéressant à tous les voir permuter entre eux, quoi. Paul, toi, t'en penses quoi là, de cette partie création pour les autres de Jalen Johnson? En fait, moi, ce qui vraiment m'impressionne avec Jalen Johnson, c'est sa vitesse de progression. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde les Hawks, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Parce que, notamment sur l'initiation pour les autres et sur le passing, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est mieux à chaque fois, en fait, sur l'exécution de ses passes, sur la lecture de ses passes, sur le timing de ses passes. Et c'est intéressant. Le truc avec les Hawks, c'est que moi, j'aime beaucoup Trae Young, mais je trouve quand même sa saison au scoring un peu décevante, parce qu'on a un volume qui a baissé et on a une efficacité aussi qui a baissé. Et donc c'est une équipe qui doit aller chercher de l'efficacité au scoring sur les autres joueurs, parce qu'avec Trae Young, en fait, tu l'as un peu moins cette saison. Après, ça reste, je pense qu'il sera largement le star. Il peut même être All-NBA si les Hawks restent dans un top 5 ou arrivent à gratter un top 4 de l'Est, parce que c'est peut-être un des 3 meilleurs passeurs de la ligue aujourd'hui. Et le truc, c'est que à côté, les joueurs que tu as aux Hawks, que ce soit Dyson Daniels, que ce soit Zachary Rizaché ou Jalen Johnson, on sent quand même qu'ils galèrent sur du scoring et sur de l'efficacité aussi sur le shot making. Et Jalen Johnson, il t'apporte quand même une certaine efficacité, notamment à 3 points, où je crois sur un petit volume, il est quand même à 35-36%. Et c'est un joueur qui est technique. Et quand je vois Jalen Johnson, en fait, je vois un mec qui a un plafond qui peut potentiellement être très haut, parce que il est capable d'être très bon, et je pense qu'il sera capable d'être excellent sur plein d'aspects du jeu, notamment aussi sur la défense, où je trouve que défensivement, il y a des flashs, et il n'y a pas que des flashs, il y a aussi une régularité qui commence à être bien présente, mais il y a des actions où il est vraiment impressionnant, parce qu'il allie les qualités athlétiques avec les bonnes lectures aussi défensives, et dans ces Hawks, il est très Hawks compatible. Et c'est vrai que mais je trouve qu'il gagnerait peut-être plus à le développer sur le scoring, les Hawks, parce que ils en ont un peu besoin avec la baisse de régime au scoring de Trae Young. Et pour l'instant, l'efficacité au niveau du scoring, tu l'as pas sur des Rizaché ou des Dyson Daniels dans le 5, parce qu'ils sont encore un peu jeunes et ils n'ont pas encore le talent l'âge pour être réellement efficace aussi sur du shot making, quoi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur l'équilibre entre la création et le scoring qu'il doit avoir. Je pense quand même que cette équipe a un problème structurel, c'est que l'année dernière ils avaient Dejounte Murray, ils l'ont plus, et que derrière Trae Young, vraiment sur la création pure pour les autres, il n'y a pas grand chose. Et donc ils sont un peu obligés de... Enfin, je trouve ça intéressant de le faire passer par lui. Juste sur la partie création, je vous donne quelques compléments que je m'étais notés. Puis après, pas de souci pour passer à la suite. Je m'étais noté comme qu'effectivement, il run beaucoup de CA, et moi je le trouve vraiment intéressant sur ses passes en début d'action.
il a quand même, dans le cœur des systèmes, sur demi-terrain, il est quand même vraiment pas mal pour trouver des joueurs sur des cuts, que ce soit Rizaché ou Daniels qui trouvent assez souvent. Et puis, structurellement, et c'est là où c'est peut-être le principal indicateur qui montre son passage d'un poste d'intérieur à un poste d'ailier, c'est son volume de drive qui a quand même très très largement augmenté. On était à 6,6 drives l'année dernière, on est à 9 drives cette saison, donc c'est quand même vraiment une nette augmentation. Ça donnait 4 points l'année dernière, 45% en tir et en gros une demi-passe par match. On est passé à une passe décisive par match, donc 2 fois plus de passes décisives, 5,3 points sur ces séquences-là et 49% d'efficacité. Pour vous donner un ordre d'idée, il a des stats qui sont assez comparables sur les drives, que ce soit en volume ou en efficacité, à un DeMar DeRozan. Ce qui vous traduit cette transition qu'il a enclenchée sur le poste d'ailier. Je rejoins Ben sur l'élément qui est de dire qu'il y a quand même pas mal de déchets sur son playmaking demi-terrain. Il a du mal globalement quand il attaque des joueurs qui sont forts au sol parce qu'il est quand même grand et que son point de gravité est assez haut et son dribble n'est pas hyper fiable, donc ça lui fait perdre pas mal de ballons. Et il a une autre difficulté, c'est qu'il tente quand même, je sais pas ce que t'en penses Ben, mais il tente quand même beaucoup de passes qui sont des passes difficiles. Mais son jeu globalement est porté, Paul tu l'as un peu dit avec la défense, on va revenir dessus, mais son jeu est quand même beaucoup porté par le risque. Et donc forcément ça se traduit sur les passes. À la fois il est très bon sur les lob passes, moi je le trouve vraiment excellent sur les lob passes, c'est pas simplement sur les alley-oops, mais c'est aussi sur toutes les situations où le joueur, l'attaquant est entre le défenseur et le panier, où systématiquement il tente de les trouver et ça marche souvent, mais forcément il y a pas mal de déchets. Sur les cuts c'est vraiment pas mal et mine de rien sur contre-attaque il tente pas mal de passes un peu touchdown à la Kevin Love et il en envoie quand même une ou deux dans les tribunes. Mais je trouve que tu ressens aussi toi Ben ce côté porté vers un jeu difficile, tu vois, notamment sur la passe, il tente beaucoup de choses compliquées quand même. Et il en réussit pas mal hein, mais Ouais, bah, je pense que c'est comment dire, c'est le cas de beaucoup de joueurs qui n'étaient pas créateurs de base, quoi. En fait, j'ai l'impression que la simplicité de la création, c'est quelque chose que t'acquiers en créant, en faisant. C'est là que tu vois que les Chris Paul, les Trae Young, les énormes passeurs les James Harden de ces dernières années, c'est en multipliant les schémas simples que t'en arrives à un moment à devenir ultra clinique sur ces situations. Là, t'as encore un point où Jalen Johnson, il se cherche au passing. Il sait pas exactement, totalement ce qu'il préfère faire, ce que ses coéquipiers aiment recevoir comme passe. Il tente un peu tout dans toutes les situations. Et puis, il y a un peu la fougue aussi tu passes, tu upgrades de rôle dans un effectif. Tu as envie de faire des belles passes, de griller un peu les étapes, ce qui va avec la jeunesse, etc. Donc, moi, je suis pas trop inquiet pour ça. C'est le cas actuellement. Parce que, comme j'ai dit, il est jeune, c'est un nouveau rôle, etc. Mais je pense que s'il maintient cette quantité de création d'ici 3-4 ans, ce sera beaucoup plus clinique et propre que ça l'est actuellement. L'autre point que je m'étais aussi noté, c'est effectivement la variété sur le scoring. Paul, je rejoins ce que tu dis, il y a le shoot à 3 points qui s'est stabilisé, ça c'est quand même vraiment intéressant. C'est une deuxième saison de suite autour des 35-36%, ce qui est un chiffre acceptable. C'est pas un grand shooter, mais c'est un chiffre acceptable. Là où je le trouve vraiment intéressant, où il n'a pas beaucoup de jeux sur le mi-distance, mais c'est qu'il est extrêmement porté sur le cercle. Et sur le cercle, il est capable à la fois de profiter de sa force, parce qu'il est quand même très puissant, hein, il est quand même assez tanké, il est dur à arrêter quand il y va un peu en force, mais il y a aussi vraiment pas mal de touchés au cercle. Il a un flotteur qui est pas mal, et il a une variété de lay-up qui lui permet quand même de sortir de situations difficiles, et je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que tu vois dans les postes, alors maintenant, si on compare au poste 3, c'est plus difficile, mais si tu prends dans les postes 4, il n'y a pas tant de postes 4 que ça qui ont, tu vois, son niveau de toucher. Et en plus, quand tu le cumules, le niveau de force d'un intérieur, ben, ça donne un joueur qui, vraiment, sur l'accès au cercle, est vraiment pas mal, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et en plus, il arrive quand même à faire des bonnes stats dans un spacing qui est par moment vraiment dégueu. Enfin, le 5 majeur, le spacing, il n'y a presque pas de spacing. Alors quand Bogdan et DeAndre Hunter ils rentrent sur le terrain, c'est bien mieux et tu sens que c'est beaucoup plus fluide. Mais arriver à faire des bonnes stats d'efficacité sans que ce soit ultra élite non plus, hein, mais c'est normal, il est encore jeune. Et dans un spacing où en fait Daniels, Rizaché, c'est un peu un match sur deux au niveau de l'adresse. Ils n'ont pas un 5 qui stretch. Ils ont Trae où il y a du volume à 3 points, mais
mais pas trop d'efficacité cette saison. Et c'est ça qui est un peu impressionnant aussi. Et alors, d'un côté, il a un contexte pas favorable en attaque. D'un côté, en défense, il a quand même des... Enfin, moi, ce que j'aime bien avec les Hawks, c'est qu'ils ont plein de 6'8", de 6'9", donc des mecs d'un peu de 2m5, 2m6, qui sont très athlétiques, ce qui fait que, par exemple, une équipe comme les Cavs, ils ont réussi à les battre 2 fois. Parce que les Cavs, eux, là, on avait des blessés sur les ailes, mais on est un peu undersize sur beaucoup de postes. Et c'est une vraie... Donc, c'est très moderne, en fait. Donc, c'est une vraie force des Hawks. Et Jalen Johnson, il fait partie de ces gars-là et c'est super. Maintenant, en attaque, ce que j'aime bien aussi dans la conférence Est, c'est que quand tu as un peu plus de talent que la moyenne, en fait, tu finis dans le top 5 ou dans le top 6. Donc, c'est sûr que être la deuxième option d'une équipe, voire même la première option au scoring d'une équipe qui fait top 5 à l'Est, c'est super. Et on continuera à le voir. Et encore une fois, je reparle de son plafond, mais c'est assez marrant. Mais je trouve que, moi, quand je vois Jalen Johnson, je vois un mec qui peut finir All-NBA Team dans 3-4 ans, quoi. Peut-être que je suis un peu trop haut, mais... Dans le prolongement de ce que tu dis, moi j'ai hésité, parce que je voulais parler des Hawks. J'ai pris Jalen Johnson, mais j'ai vraiment hésité avec Dyson Daniels et avec DeAndre Hunter, qui font aussi une super saison. J'ai vraiment hésité avec DeAndre Hunter parce que tout le monde l'avait un peu enterré, enfin pas enterré, mais tout le monde s'était dit c'est bon, le plafond est atteint et puis il y aura plus grand chose. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Le dernier élément. Après, juste pour rebondir, Hunter, je crois qu'il est revenu de blessure il n'y a pas très très longtemps de souvenir. Il doit avoir joué que même pas 10 matchs, je pense. Il a 13 matchs. Il a 13 matchs. Ok. Donc, y a un je pensais qu'il était un peu moins. Autant pour moi. Je pensais qu'il était un petit volume, ouais. Autant pour moi. Dernier élément que Paul, tu as noté, j'en avais parlé en plus moi dans un thread dans l'été, c'est la défense en fait de Jalen Johnson. Où, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que ça commence à être vraiment pas mal. L'année dernière il y avait des premiers bouts de tiens, ça pourrait être cool en fait, Jalen Johnson en défense. Et en fait ça se confirme. C'est un mec qui prend quand même beaucoup de place quand il est mis côté ballon. Alors on est d'accord, hein, sur l'homme et sur la navigation d'écran, c'est moyen. Moi sur l'homme je trouve ça franchement light, et la navigation d'écran elle correspond à son profil et forcément elle est pas très bonne. Par contre, sur tout ce qui est loin du ballon, quand il est côté ballon, je trouve qu'il a un combo mobilité longueur qui est assez intéressant, qui lui permet de prendre pas mal de place et qui s'ajoute à un élément naturel qu'il a, c'est sa réactivité. C'est un joueur qui est très réactif. Donc quand la balle traîne vers lui, en fait, il a vite la main qui s'étend pour aller chercher le ballon ou toucher. J'ai pas regardé les deflections, mais je pense qu'il doit avoir pas mal de deflections. Il est assez haut d'ailleurs sur les interceptions et les contres. Et puis, quand il est mis côté opposé au ballon, il a un haut niveau de prise de risque sur les 2v1. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est quand même fortement porté vers le risque, que ce soit sur la passe ou sur la défense. Et en fait, comme il est très réactif, qu'il est plutôt athlétique, et qu'il est dans une haute prise de risque, et je trouve qu'il y a beaucoup de situations de 2 contre 1 qui gèrent plutôt pas trop mal, où il se retrouve seul et en fait il va tenter de sauter sur une ligne de passe ou d'aller au contre, et sur ces situations de 2v1 qui sont des situations qui sont parfois un peu perdues d'avance, je pense notamment aux situations sur les short rolls, et en fait c'est pas si mal quoi. Moi je le trouve vraiment pas si mal en défense. Je sais pas ce que vous en pensez. Paul t'en as dit un premier mot, je sais pas si t'as autre chose à ajouter, mais je trouve que c'est vraiment pas si mal. Non, tu l'as bien expliqué. Il y a beaucoup de progrès à faire sur la navigation d'écran, même si c'est un ailier intérieur, donc on ne verra pas beaucoup là-dedans, et sur la défense sur l'homme. Mais en aide, vu qu'il sait lire les actions et qu'il a des qualités athlétiques, tu as un potentiel vraiment très intéressant. Et puis cette saison, il est quand même beaucoup mieux armé aussi, avec des Riz Haché, des Dyson Daniels à côté de lui, et ça l'aide beaucoup parce que ça le cache un peu sur l'homme, et en même temps ça lui permet d'être vraiment ultra réactif. Et finalement assez impactant aussi sur cet aspect-là. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur Jalen Johnson ou sur les Hawks, messieurs ? Ou est-ce que pour vous, on a fait un bon tour ? Sur Jalen Johnson, où on a fait le tour. Après, les Hawks, je pense peut-être on y reviendra un peu plus tard dans la saison, parce que c'est vrai que cette transition entre l'année passée et cette année est vraiment très très plaisante à voir. Progression, comme on vient de le dire pendant une vingtaine de minutes, de Jalen Johnson, c'est un vrai plaisir. Il y a Zachary Riz Haché qui, même si au niveau du shoot c'est pas encore ça, il y a beaucoup de choses positives sur le terrain qui font que c'est vraiment cool, et il y a une belle perspective d'avenir. Pareil pour Dyson Daniels qui est vraiment une vraie révélation pour cette saison. Il y a toujours la question, je pense, du poste 5, parce que pour le coup, Clint Capella, il commence à être en grande difficulté.
Mais ouais, c'est une équipe qui est plaisante. Et puis, on l'a pas dit, mais tous ceux qu'on vient de citer, ils ont quasiment 23 ans, 22 ans au moins, quoi. À part Trae Young. Trae Young, il paraît pour être un vieux dans cet effectif, quoi. Parce que, ouais, le trio Risacher, Daniels, Johnson, il y a personne au-dessus de 23 ans. Donc ouais, une belle perspective d'avenir. Et c'est vrai que c'est très, très plaisant à voir jouer dans cette conférence Est un peu morose. Est-ce que vous aviez des mentions honorables, des joueurs que vous auriez aimé, moi j'en avais plusieurs, des joueurs que vous auriez aimé mettre dans ce podcast mais que vous n'avez pas pu mettre? Vous en étiez noté peut-être? Moi, je m'en étais pas noté, mais attends, vas-y, dis les tiens, je vais réfléchir un peu. Tiens, Ok, deux, ça trois. marche, pas de soucis. Paul, peut-être t'en avais, sinon je dis les miens et puis je vous laisse Moi, je réfléchir. vais regarder vite fait la liste. Non, je m'en étais mis pas mal en fait, et puis après j'ai fait le choix sur Jalen Johnson. Je m'étais mis Anthony Edwards dans les stars, un peu profil star, où j'aime vraiment beaucoup son début de saison. Dyson Daniels et DeAndre Hunter, je les ai déjà cités. Chez mes Lakers, je m'étais noté quand même Dalton Connect, forcément, qui me paraissait être un joueur évocable. Je m'étais noté aussi Austin Reeves. Les Lakers chutent d'ailleurs depuis la blessure de Austin Reeves, et il est vraiment devenu majeur chez eux en passant en meneur de jeu. Je m'étais noté Jaden Ivey, Darius Garland, même si Garland j'avais un peu moins envie d'en parler. Zach LaVine qui est vraiment pas mal en fait avec les Bulls, et moi je commence vraiment à penser que son contrat en fait il faut vraiment qu'une équipe le prenne, et c'est pas grave, et je sais que les Warriors sont à la recherche d'une star et je serais pas surpris que les Warriors aillent sur Zach LaVine. Dennis Schroeder qui est super avec les Nets et qui est pour beaucoup dans leur bonne saison. Tyler Hero, Norman Powell et Christian Brown. Ça en fait beaucoup, et à la fin j'ai choisi Jalen Johnson. Est-ce que vous en aviez de votre côté? Alors, comme ça, de tête, pareil, je me suis pas noté, donc j'ai pas tout regardé. Moi, j'ai pensé évidemment à Franz Wagner, Ouais. que j'aime beaucoup. Bon, là, il s'est blessé, mais très bon début de saison. J'avais le cas Jalen Brunson, et notamment son passing, qui est de plus en plus clinique, là où moi je l'attendais pas du tout. Il y a Sengun aussi, que j'aime beaucoup, qui est de mieux en mieux défensivement, et offensivement j'aime énormément ce qui est proposé. Il y avait Gradedick à Toronto, j'avais le choix de RJ Barrett, mais Gradedick qui a fait un peu sa saison rookie comme un inconnu, passé comme un fantôme, là se révèle vraiment. Et c'est un peu ce que j'avais pour les gros joueurs en tête, quoi. Paul, est-ce que tu as des noms complémentaires dans ta liste? Ouais, je sais pas si on les a cités, mais j'aime beaucoup la saison de Quentin Grimes à Dallas. Ok. J'aime bien le duo, j'adore le duo Tari Eason, Amen Thompson aux Rockets sur le banc. Ouais, j'y ai pensé, ouais. J'avais oublié Tarizan, je suis d'accord. Je suis choqué du développement de Champagny aux Spurs. En fait, t'as un vrai gars assez jeune qui stretch, et c'est super à côté de Wemby. J'aime beaucoup la saison de Toumani Camara aussi, aux Blazers. Et dans la conférence Est, j'aime beaucoup la saison de Cam Johnson, mais je pense qu'il va pas rester au Nets. Tyler Hero, ouais, on l'a dit. J'aime bien ce que fait Anthony Black au Magic, mais bon, ça reste quand même très brut. Mais je pense qu'il y a vraiment un joueur intéressant. Ty Jerome, évidemment, au Cavs. Le fameux Ty Jerome. Avec la super Louche. adresse aussi d'Isaac Okoro aux Cavs. Et j'aime bien le duo aux Bucks, parce que les Bucks ils sont quand même bien mieux là sur les derniers matchs. J'aime beaucoup le duo AJ Green, André Jackson. Oh non, Paul, non, pas André Jackson. Non, André Jackson. Ah, moi, il est impactant. Moi, je trouve, tu vois, en défense, il y a des trucs hyper intéressants et tout, et je le trouve très impactant aux Bucks. Et AJ Green, il stretch et tout, et je trouve que c'est un duo impactant. Mais après, bon. Non, AJ Green, je suis d'accord, et André Jackson. AJ Green, on est d'accord, c'est le blond qui sort des années 80 là. Ouais. Ouais. André Jackson, je trouve qu'il y a des problèmes de compréhension du jeu qui sont catastrophiques. Je sais pas ce qu'il fout dans ce 5. Après, oui, il apporte de l'athlétisme, mais c'est intéressant, mais on fait pas du son hauteur. Après, c'est peut-être parce que les Bucks en ont vraiment pas ils ont pas grand chose en défense, et donc c'est peut-être ça qui fait que je le trouve intéressant sur des séquences. Mais quand tu regardes les chiffres, il est très impactant, quoi. Ouais, la compréhension du jeu en attaque, André Jackson, moi, je trouve il est encore jeune, il n'est pas très talentueux, ça, on est d'accord. Ah oui, ça on est d'accord, c'est le début, on est complètement d'accord. Ouais, t'as raison. Ça fait le tour? Ouais, c'est bon. Eh ben écoutez, messieurs, on a plus ou moins réussi à tenir ce à quoi on s'était engagé. Ouais. Et ben je vais conclure assez rapidement. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous poser des questions. On se fera un plaisir de vous répondre.
à mettre un petit like pour le référencement comme on l'a dit au début. Et puis restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.